la chose que je voulais vous expliquer avant de commencer, c'était qu'en laiton, il y a plusieurs variétés de laiton qu'on peut utiliser pour faire du modélisme ferroviaire. Vous avez soit le laiton demi-dur, ce qu'on appelle le demi-dur en général, qui est un laiton recuit et qui se prête à l'emboutissage, moyennant des recuits intermédiaires si on en a besoin. Et puis il y a un laiton qui est beaucoup plus raide, qui s'usine, à mon avis, beaucoup mieux que le laiton demi-dur. Moi, je recommande toujours d'utiliser ces laitons-là pour faire soit des flancs de châssis, soit des choses comme ça. C'est le laiton qualité horlogerie. C'est un laiton qui contient un petit peu de plomb et qui est en plus beaucoup plus dur au point de vue usinage. Pour les flancs de châssis. Voilà, il est beaucoup plus raide, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup moins de tendance à se déformer et à garder surtout une déformation permanente. Il va revenir en général à sa forme, il est légèrement ressort. En fait, il n'y a pas de tension interne dedans. Voilà. Et en fait, quand tu vas couper les fibres, n'ayant pas de tension interne dans la matière, tu n'auras pas de déformation. Quand tu prends certains profilés de laiton, si tu surfaces un côté, tu vas t'apercevoir que il va se centrer parce que tu as des tensions internes. Qu'est-ce qui se passe si on le chauffe? Alors si on le chauffe, on le recuit. On le recuit. Donc on le recuit, il va devenir davantage malléable, moins que le demi-dur, mais il va devenir quand même beaucoup plus malléable. À mon avis, il ne faut pas le recuire. L'horloger, c'est de l'utiliser tel quel. En plus, l'horloger, il a un gros avantage, c'est d'abord qu'il s'usine beaucoup plus facilement. Grâce au plomb. Voilà, grâce au plomb. Qui est un lubrifiant. Les découpes sont absolument nettes, elles ne forment pratiquement pas de bavure en bord. À la scie, ça marche beaucoup mieux, on fait des découpes beaucoup plus précises avec l'horloger qu'avec le laiton recuit. Bon, le laiton recuit, pour l'emboutissage, il est tout à fait adapté. On peut essayer dans différentes épaisseurs. À mon avis, l'idéal pour l'emboutissage, en fait, pour moi en tout cas, ça a toujours été 0,4. 4 dixièmes, ça a été le compromis le meilleur que j'ai toujours trouvé pour la possibilité justement de déformation du métal. La facilité en quelque sorte de déformation. On conserve la rigidité quand même. Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que l'emboutissage va l'écrouir et donc après emboutissage, il va être beaucoup plus dur qu'en son état d'origine. Si on a des emboutissages profonds à faire, un petit peu de ce genre, ça n'a pas été le cas pour celui-là. Non, ça c'est pas du tout pour le zèbre. L'avantage, c'est que si on a des emboutissages dans du métal relativement mince et assez profond, en général, il vaut mieux faire des recuits intermédiaires, c'est-à-dire les porter carrément au rouge, au rouge naissant. Là, on fait vraiment un recuit du laiton. Alors, évidemment, la deuxième, la première même grande difficulté, c'est d'établir des matrices d'emboutissage. Ça semble pas évident du tout. En fait, c'est souvent beaucoup plus simple qu'on ne peut l'imaginer. Il y a deux parties à fabriquer quand on construit une matrice d'emboutissage. C'est faire d'une part la forme femelle. On fait la forme femelle. Ce qui simplifie la chose, c'est de la faire toujours. Qu'est-ce que tu appelles la forme femelle? Voilà, ceci c'est la forme femelle. C'est-à-dire que ce contour, ici, c'est exactement le contour de la pièce terminée. Dans la dimension de la pièce terminée. Les bords sont légèrement arrondis pour permettre au métal de glisser dedans. La difficulté dans l'emboutissage étant toujours d'éviter de former des plis. Parce que le métal va devoir se comprimer et en se comprimant, il va avoir tendance à former des plis ou à friper. Donc l'idéal, c'est toujours d'utiliser ce qu'on appelle un serre-flanc ou une contreforme qui va venir se boulonner sur la matrice et qui va permettre au métal d'être guidé au cours de sa déformation et donc d'éviter de former des plis partout. Alors évidemment, la forme femelle, il faut qu'elle soit exactement à la cote de la pièce définitive. Au centième. Dixième, disons, c'est déjà pas mal. Il faut qu'elle soit à la cote. Voilà. Et évidemment, le poinçon qu'on va utiliser devra être, lui, exactement aux mêmes cotes. Parce que tu appelles le poinçon, diminuer, il rentre dedans. Voilà, ça va rentrer à l'intérieur et diminuer de l'épaisseur du métal que l'on va emboutir. Donc, dans toute dimension, on va enlever là 4 dixièmes partout. Alors donc,
quand la pièce n'est pas trop complexe, comme une toiture de cabine. Voilà. Ceci, c'est une toiture de cabine. En fin de compte, la matrice peut être simplement une plaque. Ça suffit. Et après, évidemment, il faut confectionner le poinçon. Ouais. Alors, le poinçon, il suffit d'un montage, à mon avis, de fraiseuse relativement simple pour s'en sortir. Il faut avoir un montage tournant. C'est-à-dire qu'on va faire... C'est quel matériau? Ça, c'est du laiton massif. Mais de quelle nature? Horloger? Ça, alors, ça n'a plus aucune importance. De toute façon, on ne va pas lui demander de se déformer. Au contraire, il faut qu'il reste à sa forme d'origine. Donc, on va utiliser un montage qui est un montage, ce que moi j'appelle un montage tournant. C'est-à-dire que sur une table de fraiseuse, on va installer un appareil qui va pivoter autour d'un axe, dont le rayon de rotation par rapport à la pièce est réglable. Et dans un premier temps, pour dégrossir la pièce, au lieu d'utiliser une fraiseuse, sur ma fraiseuse, j'utilise simplement un plateau abrasif avec des abrasifs très gros, très costauds. Et par approche successive, je vais faire les différentes... C'est manuel ou c'est numérique? Non, moi je le fais manuel. Oh là là. Non, mais je ne suis pas de ce niveau-là. Moi, c'est purement manuel. Donc, en s'approchant progressivement et avec un mouvement de rotation, on va établir les différentes courbes de la pièce. C'est-à-dire, dans un premier temps, la courbure dans ce sens-là. Ensuite, on va fixer la pièce comme ça et on va faire comme ceci. Mais de manière à établir les différentes courbes de la pièce. Dimension, il y a presque de l'à peu près dans la forme, de la façon dont on fait la forme d'à peu près. Comment avoir le pile poil, la dimension? Tu mesures entre ton centre et le lapidaire. Il suffit d'être précis et de calculer ta distance. Le lapidaire étant la partie abrasive, si tu veux, qui est montée sur la fraiseuse. Je ne suis pas expert en fraise. Voilà. Donc, si tu veux, ça va permettre par usure successive de la pièce d'arriver à ce que la pièce ait tous ses rayons normaux, et ensuite, évidemment, ça va être terminé à la même. C'est d'après les cotes, les photos, des gabarits que l'on va découper dans de la tôle, on va contrôler au fur et à mesure qu'on arrive à avoir tous les rayons de jonction entre les différentes parties de la pièce. Pour faire ça, si on a le matériel et un peu d'expérience, alors, voilà, j'attendais cette objection. C'est une question. Voilà, pour faire une pièce comme ça, il va peut-être y avoir effectivement une journée de boulot. Plusieurs heures. À plusieurs heures. Pour faire un poinçon comme ça, je vais passer à peu près une journée et demie à le faire. L'avantage, c'est que je vais le faire une fois. Une fois. Et après, autant je veux de toiture, ça va me demander 5 minutes de fabriquer une toiture. Je vais mettre ma... Voilà. Donc, si tu veux, je ne sais pas où il est parti. Voilà. Je vais... Voilà. Attention, fais gaffe. Ah oui. Voilà l'embouti qui va sortir de là. Et ça, en 5 minutes? Ça, c'est 5 minutes de boulot. D'accord. Après, si tu as besoin de faire sans machine, je n'ai plus qu'à détourer. Tu as 100 fois 5 minutes. Voilà, exactement. Ça me demandera à peu près ce même temps chaque fois pour faire ma pièce. Déjà 2 par machine, et puis si tu as davantage de machines, c'est chaque fois si tu t'aperçois que tu augmenter dans le poinçon parce que tu t'aperçois qu'après ça donne plus la forme, tu es obligé de recommencer. Ah oui, bien sûr. Non, mais tu poses des questions pour moi. Ah mais c'est par essai successif. Tu t'es jamais trompé. On va commencer à emboutir. Tu t'es jamais trompé. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais merci. Non, mais je veux dire, de toute façon, on n'y va pas à coup de millimètres chaque fois. Hein. Non. C'est quelques dixièmes chaque fois. On contrôle au fur et à mesure avec des gabarits que l'on commence à coller exactement sur les normes. Alors bon, ça je vous ai montré, ça c'était pour une toiture de cabine. Voilà la même chose faite pour un fond de tender. Ça, tout le monde connaît ça et vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Ça ressemble au 34P. C'est un fond de tender unifié. Unifié, Et ça fait. Mais alors, du laiton de cette épaisseur, on en fout tout ce que tu veux comme épaisseur. Et voilà un fond de tender et tu renforces ici, réalisé par cette technique-là. Vous voyez ?
Ah, ok. Là, tu vois, tu vois ce que j'ai expliqué, que la matière, elle avance dans certains coins, dans d'autres coins, elle est complètement bloquée. Elle vient coulisser. Alors en général, Tu lubrifies légèrement aussi, très légèrement. Voilà. Alors normalement, je ne sais pas ce qui est utilisé dans l'industrie habituellement. Moi j'utilise un système très simple, j'utilise de la bougie. Je passe un morceau de bougie sur mes deux pièces, la matrice et le poinçon. Moi, c'est pour m'éclairer quand les ça permet. en panne. Oui, mais il y a d'autres utilisations. Et encore, je ne cite pas tout. Oui, donc, bon, passons sur les détails. L'industrie, c'est des huiles évanescentes. Ça s'appelle comme ça. Passons sur les détails. Voilà. Et donc, avec cette technique-là, alors ce qu'on fait en général, bon, ça je vous décris ma technique, c'est que je vais calculer mon flanc, ce qu'on appelle le flanc de tôle, à une dimension bien précise. Je vais l'installer entre la matrice et la contreplaque. On serre les boulons de manière relativement régulière, mais pas trop. Il ne s'agit pas que le métal se déchire. Il faut qu'il puisse glisser entre les deux pièces. Voilà, et à la presse hydraulique, ça va rentrer. Donc la presse hydraulique, une pièce comme vous avez vu, comme je vous ai montré là, ça demande peut-être, je sais pas moi, 2 tonnes de poussée, péniblement, même peut-être moins. Pour la presse, tu fais 2 IPN que tu relis. Voilà, moi j'utilise 2 IPN reliés par 4 tiges filetées. Et un machin hydraulique. Et un cric hydraulique de camion, ou n'importe, qui pousse à 5 tonnes, 10 tonnes, on trouve tout ce qu'on veut, et à un prix défiant toute concurrence. En fait, et ça marche comme ça. Il faut déjà le trouver, il faut l'imaginer. Oui, mais bon, c'est quand même, c'est très simple, c'est très simple à faire. Non, mais chapeau. Alors ensuite, bon, ça c'était la partie purement emboutissage que je vous ai montré. Il y a après la partie qui est plutôt liée à la chaudronnerie, si l'on peut dire. Je veux dire par là, fonctionner ce qui pose toujours problème à tous les amateurs, c'est-à-dire fabriquer un dôme, fabriquer une cheminée, et toujours avec les fameux raccordements en bas qui sont courbes, qui viennent épouser la forme de la chaudière. Il n'y a pas de jour entre les... Voilà. Alors là, j'utilise une technique un peu différente. Je fais des formes. Voilà. Par exemple, cette pièce, elle a été usinée exactement au rayon de la chaudière sur lequel va venir s'adapter le dôme. Ensuite, à l'intérieur, je fabrique un noyau à expansion qui est une pièce de laiton toute con. Hein. Qu'est-ce que tu entends par expansion? Voilà, j'explique. Explique, Madeleine. J'explique. Voilà. Hop. Voilà. Là, le noyau, c'est une pièce qui a été tournée exactement au diamètre interne du tube que je vais utiliser, que j'ai fendu en rayon sur pratiquement toute la périphérie. Pourquoi? Que j'ai usiné légèrement conique. Pourquoi tu l'as fendu? Parce que ça permet, en mettant une vis à l'intérieur, de la laisser s'expanser quand on serre la vis. Et ça me permet de bloquer mon tube à l'intérieur de la forme. Je vais rentrer ce tube à fond. Là, je ne le ferai pas parce que je n'arriverai pas à le sortir. Mais je le rentre à fond à l'intérieur. Je mets le noyau à l'intérieur et je bloque le total. Le tube a été préalablement recuit. Et avec une simple tige de laiton un peu arrondie au bout, je vais marteler doucement ma petite collerette qui dépasse de la forme, de manière à faire un raccordement. J'en ai pas là, malheureusement, je ne peux pas vous en montrer. Si, j'en ai un là. Voilà. Ah ouais, tu fais et je vais former ça. Exactement. Okay, c'est chaudronné. La pièce est chaudronnée. Et comme ça, je vais obtenir une base de dôme sur lequel ensuite je n'aurai plus qu'à adapter une pièce faite autour pour avoir mon dôme terminé. Et pardon, ça s'est recuit une fois? Ah oui, en général une fois. Maintenant, quand on est en train de chaudronner le bord, si on se rend compte que ça devient un petit peu dur, on peut sortir la pièce, rechauffer un poêle, on remet en place et on termine son chaudronnage de la pièce. Là, en général, c'est toujours du 3-4 dixièmes, 4 dixièmes à peu près. Donc on peut faire comme ça, les embases de dôme, les embases de cheminée. Il faut faire évidemment chaque fois la forme correspondante. Oui, au diamètre donc de la... Et ça se fait très facilement parce qu'en fin de compte, pour obtenir exactement le rayon que l'on veut, il suffit sur une fraiseuse d'avoir un outil réglable, c'est-à-dire une tige traversée par un outil. Et l'outil, on le règle au rayon que l'on veut et on tient donc
la courbe exactement au rayon que l'on veut. Voilà. Là, voilà différentes. Ça, c'était fait pour faire les dômes, justement, que vous avez ici. C'est-à-dire que là, j'ai fait cette forme. J'ai usiné ensuite cette contreplaque courbe. Je cintre ma tôle dans un premier temps, comme ceci. Je la coince entre les deux. Là, j'ai deux systèmes à vis qui me permettent de plaquer le total. Et ensuite, je vais rentrer le noyau à l'intérieur pour obtenir un dôme comme ceci. Ça paraît simple comme ça, mais il a fallu cogiter un peu. Un petit peu, mais bon, mais pas trop. Et dont je ne vous avais pas trop parlé, c'est par exemple pour faire des portes de boîte à fumée. Ça c'était la forme pour faire la porte de boîte à fumée des 230K carénés. Elles ont une forme tout à fait particulière, donc ça ne peut pas se trouver. Alors donc à ce moment-là, j'utilise le même système de matrice, de contreplaque et de poinçon, mais avec la différence, c'est qu'à l'intérieur, je vais mettre plusieurs couches de caoutchouc très dur et je vais emboutir ma pièce dans du caoutchouc. Dans le caoutchouc. Voilà. Le caoutchouc va fluer résistance et va me faire coller le métal sur le poinçon. Où tu as inventé ça? Parce que là, c'est surtout ça existe dans l'industrie aussi. Donc c'est dans l'industrie. Tout à fait. Donc tu mets où le caoutchouc? Dedans. Voilà. Je le mets à l'intérieur. Il faut avoir un contenant bien sûr. Et à ce moment-là, on va emboutir à l'intérieur dans du caoutchouc. Voilà. Alors le caoutchouc, ça peut être du caoutchouc, ça peut être des matières plastiques mais plus ou moins souples. Voilà, on utilise ça. Dans l'industrie, on l'utilise même pour faire de la tête comme ça. On utilise des néoprènes extrêmement durs, on fait une forme, on va l'emboutir dans le métal et le caoutchouc, le néoprène en refluant, va d'abord faire prendre la forme et ensuite va couper ce qui est en trop autour de la pièce, va cisailler le tour de la pièce. Voilà, tout ça ce sont des je crois qu'il me faudra une seconde vie. Merveilleux.